Bienvenue à tous. 6 novembre 2017. Voilà 42 ans que la marche verte a eu lieu. 42 ans après, sommes-nous en train d'entamer un tournant sur le dossier du Sahara. En un an, il s'en est passé des choses. Un nouveau secrétaire général de l'ONU, un nouvel émissaire, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et sa future intégration à la CEDEAO, un nouvel accord agricole Maroc-Union européenne qui est en train d'être finalisé après les tentatives du Polisario d'empêcher le Maroc de signer des accords commerciaux avec l'Europe au sein des provinces du Sud. Mais ça n'est pas tout. 2 exemples de référendums d'indépendance ont échoué à l'international en Espagne et en Irak. Plus que jamais, le Polisario et l'Algérie semblent affaiblis. Alors n'est-il pas temps de passer à la vitesse supérieure et d'imposer de nouvelles conditions? Si oui, lesquelles? Comment le Maroc peut accélérer la cadence sur le dossier du Sahara? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Jawed Kaddoudi, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Mehdi El Fakir également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Économiste, consultant en stratégie et risque management. En deuxième partie, nous verrons où va le Moyen-Orient avec ce fait historique en Arabie Saoudite ce week-end. 11 princes et des dizaines de ministres, anciens et actuels, ont été arrêtés sur décision d'une commission anticorruption. Une nouvelle onde de choc créée par le prince héritier qui est bien décidé à voir changer son pays. Au même moment, au Liban, le Premier ministre libanais Saad Hariri a démissionné et a dénoncé la mainmise de l'Iran. Samedi toujours, un missile dirigé sur l'aéroport de Riyad a été intercepté et détruit. Il provenait du Yémen, pays où Téhéran et Riyad se livrent à une guerre d'influence. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter à travers le hashtag LDA. C'est parti. Comment le Maroc peut profiter de la crise catalane et de son retour en Afrique, Jawed Kaddoudi? Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments favorables à la cause du Maroc sur la question du Sahara. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, comme vous avez dit, le nouvel émissaire, également le retour à l'Union africaine et l'adhésion à la CEDEAO, les avancées en ce qui concerne l'accord agricole Maroc-Union européenne, quoique les négociations ne sont pas encore terminées. Bientôt finalisées, c'est ce que disait effectivement l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne. Et aussi la crise catalane. Donc tout ça, c'est des éléments positifs et vous avez eu raison de les rappeler. Maintenant, l'Algérie ne désarme pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malgré tout ça, l'Algérie continue à soutenir le Polisario avec bien sûr l'Afrique du Sud et par exemple pour la conférence qui aura lieu à Abidjan en fin de mois, ils font l'impossible pour que la RAST soit présente. Alors sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, effectivement. Voilà. Alors donc l'Algérie ne désarme pas et donc il faudrait que le Maroc continue à lutter. Alors vous avez dit comment faire? Déjà, au niveau même de l'Union africaine, il faut continuer la lutte pour avoir le maximum de soutien et exclure la RAST. Ça, c'est la chose. L'objectif numéro 1. C'est l'objectif numéro 1. Voilà. Et puis, je regrette que, puisque vous avez parlé de Catalogne, et je termine par là, alors que l'Europe et même les États-Unis et tout ça ont pris une position ferme en disant non seulement nous ne reconnaissons pas l'indépendance de la Catalogne, mais nous sommes pour l'unité de l'Espagne. Moi, je voudrais qu'il y ait aussi quelques déclarations de ce genre, parce que c'est un peu le même problème, pour dire que tous ces pays-là, si vous voulez, tiennent à l'unité du Maroc. Alors, on va revenir sur les leçons et peut-être les perspectives à venir sur le dossier du Sahara avec notre voisin ibérique. D'abord, Mehdi El Fakir, vous nous revenez d'Abidjan, justement, c'est là où aura lieu ce sommet Union africaine-Union européenne à la fin du mois, avec donc la question de la présence du Polisario, de l'autoproclamé RAST, vous l'avez rappelé, Jawed Kaddoudi, qui se pose toujours. Et justement, eh bien, vendredi, le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Rabat Moussa Faki Mahamat, le président de la commission Union africaine, Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de bon augure, qu'on va sans doute exclure la RAST, ou on ne peut pas encore en tirer des leçons claires et nettes sur cette présence de la RAST? Vous savez que dans ce type de
conférence, ça se joue toujours à la dernière minute. Le Maroc est en train un petit peu de faire du forcing sur le plan diplomatique pour s'imposer. Je tiens à saluer les efforts de nos diplomates. J'y étais, j'ai vu si Abdelwahid Al-Ktani, qui est notre ambassadeur à Abidjan, en poste, et je peux vous dire qu'il y a un travail qui est formidable et remarquable de la part de notre diplomate pour en quelque sorte défendre la cause nationale et pour faire du forcing et du lobbying. C'est une question de lobbying, vraiment de terrain, un travail de terrain. Je suis sûr et certain que le Maroc est en train de faire le maximum, et je crois que le fait que Sa Majesté ait à rencontrer des responsables bien placés au niveau de l'UA, c'est quelque chose qui est très rassurant. Il y en a eu des bras de fer cette année entre le Maroc et l'autoproclamé Rast au sein de l'Union africaine. Bien sûr, rappelons de la conférence Afrique-Japon où le Maroc vraiment a eu du mal même à s'imposer en tant qu'invité. Attention, c'est une guerre qui est très longue et c'est du forcing. Il faut que le Maroc fasse toujours du terrain. C'est vraiment un appel à l'ensemble des forces vives, à notre diaspora, pour qu'ils puissent s'imposer. Maintenant, si nous voulons vraiment évaluer, tout dépendra de la veille du sommet. Ça se jouera vraiment toujours à la dernière minute, mais je suis confiant dans la mesure où l'Union européenne est vraiment consciente de l'importance du Maroc comme étant un facteur de stabilité sur le plan continental, que c'est un leader et que ça sera vraiment gratuit de l'exclure, parce que le Maroc n'acceptera jamais de siéger à côté du Polisario sur un sommet de ce rang et de ce type. La question, c'est combien de temps la Rast va pouvoir tenir, l'autoproclamé Rast va pouvoir tenir au sein de l'Union africaine. C'est l'objectif numéro 1 du Maroc. On donnait 2 ans, on est à presque 1 an maintenant au sein du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. C'est vraiment possible l'objectif de 2 ans, Jawed Kaddoumi, ça risque d'être compliqué? Ça va être long, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à moins, et nous l'espérons, que quelque chose se passe en Algérie, parce que c'est l'Algérie qui soutient le Polisario. Et donc, il faudrait, et j'en profite, Benoît, il faudrait que cette vieille racaille, j'utilise le mot... Racaille, oui, issu de la libération de l'Algérie, puisse partir, parce que quand on voit les déclarations du dernier ministre, la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, parlant de drogue dans le doing business, il connaît peut-être même pas ce que c'est que le doing business, puisque en 2018 nous avons été classés 69 et l'Algérie 166 sur 190. Donc il faut que cette vieille racaille, j'utilise le mot, disparaisse et qu'il y ait du renouveau en Algérie pour changer. Tant qu'il reste là, la position ne changera pas. Doing Business, on le rappelle, le classement des pays en fonction de leur manière à faire des affaires pour les entrepreneurs. Mehdi El Fakir, sur la crise catalane, sur la crise également sur le référendum autour du Kurdistan irakien. Là, on a clairement 2 échecs au niveau de 2 référendums d'indépendance. Ça peut bénéficier un petit peu au Maroc, au moins sur le dossier de la Catalogne, parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression que la diplomatie marocaine est vraiment tentée de profiter au maximum de cette crise catalane, entre guillemets, sur le dossier du Sahara, 2 poids 2 mesures, 2 poids 2 contre-mesures. Alors aujourd'hui, le Maroc, il a des exemples fermes et vraiment concret je dirais un petit peu du danger que représente de telles visions sécessionnistes. Il faut le dire. Le Maroc, bien sûr, il a réagi. Moi, je me rappelle très bien que le Maroc, la diplomatie marocaine a émis des déclarations, des communiqués au moment opportun toujours, par rapport à cette crise catalane. Il a toujours soutenu. C'était timide, pardon. Le premier conseil de gouvernement était très timide. Il y avait une déclaration de Saadetdine Al-Othmani qui était très timide de soutien du Maroc sur le dossier catalan. Puis ensuite, il y a eu 2 autres communiqués effectivement un peu plus poussifs. On avait Nabil Adil qui est chroniqueur chaque mardi sur Atlantique Radio en géostratégie. Il nous disait le Maroc a raté une chance. Le Maroc aurait dû conditionner peut-être un soutien ferme de Madrid sur le dossier du Sahara, en marge d'un soutien ferme de Rabat avec Madrid sur le dossier de la crise catalane. Écoutez, c'est compliqué d'imaginer que ça va être aussi facile. Ce n'est pas aussi automatique, mais il y a des équilibres à respecter. Le Maroc, il a choisi le bon timing et le bon temps. Il faut pas oublier qu'à un moment donné, ça allait être une ingérence du Maroc dans les affaires de l'Espagne. Il fallait attendre la réaction de l'Europe, il fallait attendre la réaction des grandes puissances pour se dire, tiens. Et puis le Maroc, il cherche à avoir des relations équilibrées sur le plan diplomatique avec l'Espagne.
Donc il me semble vraiment que ça a été architecturé, ça a été mesuré, et ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas une question de déclaration. Nous n'allons pas obtenir le soutien de l'Espagne en faisant à ce jeu de déclaration, ça allait être facile. Donc le dossier bien géré pour vous? Oui, pour moi personnellement c'est très bien géré, c'est équilibré, le timing était bien choisi, et puis il faut pas oublier que nous nous adressons à un pays qui fait partie de l'Union européenne. Attendons tout d'abord la réaction de l'Union européenne, attendons la réaction des États-Unis, et puis le Maroc il n'a fait que bien sûr vraiment être ferme sur les positions. Et attention, le Maroc pourquoi je dis que c'est équilibré? Le Maroc n'a pas joué du chantage, c'était pas du donnant-donnant. C'est une question de conviction sur le plan diplomatique. C'est que vraiment le séparatisme, sur le plan d'un point de vue, ce n'est pas une idéologie qui est dans l'intérêt des peuples, qui n'est pas dans l'intérêt de la stabilité de façon générale. Oui. Et le Maroc, il est en train vraiment d'attendre que cet exemple donne ses fruits. Et puis il va parler de façon très ferme. Messieurs, vous n'avez pas accepté vraiment la séparation de la Catalogne. Écoutez, ça va être aussi préjudiciable pour le Maroc dans une région qui est très vulnérabilisée et très 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 sensible. Donc le Maroc, à mon humble avis, il est en train de bien gérer. Il est en train d'utiliser vraiment pour l'affaire du Kurdistan. Le Maroc, il a respecté bien sûr vraiment l'unité de l'Irak. Il n'a pas réagi. Bon, on est loin, c'est le Moyen-Orient. Le sujet, il est relativement très très sensible et il fallait attendre un petit peu la réaction des États-Unis. Et puis, faut pas oublier qu'en dernier, je crois qu'on va en parler. La démission de Monsieur Barzani, ça veut tout dire. Ouais. Voilà. Jade Kadodi, sur la crise catalane, est-ce que Madrid va se souvenir de ces deux communiqués, dont le dernier était un peu plus ferme envers la Catalogne de la part du Maroc? Non, moi je suis d'accord avec mon ami Fakir. Il fallait pas profiter de ça pour faire du chantage. Est-ce qu'à l'avenir on va pouvoir en profiter? En disant non, moi je crois que vous savez en relations internationales et en diplomatie, des fois c'est pas la peine de dire les choses pour qu'on vous comprenne. Le Maroc a dit qu'il n'est pas d'accord, bien sûr, pour l'indépendance de la Catalogne. L'Espagne et notamment Rajoy était pris dans cette affaire. On va pas lui ajouter en plus la question du Sahara. Donc je pense que le Maroc a bien agi. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que cette question de Catalogne va nous servir parce que c'est un exemple concret que le séparatisme, c'est ça le problème, c'est le séparatisme. Ouais. Donc ça veut dire que le séparatisme n'a pas bon cours au niveau international et cela va nous servir. Jawed Kadodi, président de l'Institut marocain des relations internationales, et Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management, ce sont vos deux décodeurs. Ils reviennent à 9h36. Dans un instant, le journal avec Karine Dronet. La suite des décodeurs atlantiques ce matin. Comment le Maroc peut accélérer la cadence sur le dossier du Sahara? C'est le premier sujet que nous décodons, toujours avec Mehdi El Fakir. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et consultant en stratégie et risque management. Jawed Kadodi est également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Je précise que mercredi 15 novembre, vous organisez au siège de l'Institut une table ronde sur le nouveau modèle de développement au Maroc. On parle donc du dossier du Sahara avec vous. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, Ban Ki-moon avait envisagé, l'ancien secrétaire général de l'ONU, de remettre à zéro les compteurs et carrément de supprimer la base de négociation marocaine qui est le plan d'autonomie. Aujourd'hui, il n'est plus question de suppression de ce plan d'autonomie. Au contraire, la vapeur s'est très très vite retournée, peut-être plus vite que ce que certains pouvaient l'espérer. Jawed Kadodi, il faut foncer davantage aujourd'hui pour le Maroc sur ce plan d'autonomie. C'est la seule solution pour les gens qui sont objectifs. C'est la seule solution parce que l'indépendance, il n'en est pas question. Le Maroc ne l'acceptera jamais. Donc la seule solution pour sortir vous vous rappelez que c'était 48 ans que ça dure, c'est ce plan-là à négocier. D'ailleurs, le Maroc laisse une porte ouverte. Il dit pas c'est ce plan ou rien. Il dit, voilà, je fais une proposition, négocions-la.
Et on voit les efforts de Horst Köhler pour remettre à la table l'Algérie et le Maroc de manière directe dans des négociations absolument. sur ce point de vue. Donc Köhler doit absolument, il faut pas qu'il revienne au référendum et tout ça, c'est fini. Il faut maintenant qu'il convainque, et c'est pour ça que je vous dis, ça va être difficile tant qu'il n'y a pas de changement en Algérie. Il faut qu'il convainque le Polisario que c'est la seule solution et que des négociations puissent s'ouvrir le plus rapidement possible. Horst Köhler, le nouvel envoyé spécial du Sahara au nom du secrétaire général de l'ONU. Mehdi El Fakir, en même temps, je vais faire du Emmanuel Macron. Non, je plaisante. Non, mais en même temps, sur le dossier du Catalan, il y avait une autonomie qui était large, qui était poussive. Est-ce que, du côté du Maroc, avec les leçons qu'on doit retenir sur le dossier catalan, on doit aussi à la fois aller vers une autonomie encore davantage plus poussive, ou peut-être réduire les barrières dans des négociations qui, forcément, au bout d'un moment, commenceront de manière formelle et directe entre le Maroc et l'Algérie sur le dossier du Sahara? Écoutez, le Maroc est ouvert à toute formule d'autonomie avancée, à condition qu'elle soit sous la souveraineté marocaine. Une autonomie bétonnée. C'est-à-dire, est-ce qui peut être l'exemple justement de la Catalogne en Espagne? Oui. Est-ce qu'on doit craindre après un scénario comme la Catalogne? Absolument. Pour cette raison, je suis en train de dire qu'il faut absolument une autonomie qui soit. Oui, bon, le Kurdistan aussi. C'était une région qui était autonome et un beau jour, ils ont décidé un petit peu de faire un référendum. Donc, il est hors de question d'imaginer une autonomie qui devrait remettre en question tôt ou tard. Parce qu'il faut pas oublier que nos amis algériens sont des stratèges. Ils croient qu'on peut très très bien imaginer des formules et laisser courir le temps de changer un petit peu les équilibres. 200 ans que les Catalans rêvent de cette indépendance. Absolument. Le Maroc ne va jamais accepter toute formule qui va remettre en question la souveraineté du Maroc, qui va remettre en question, bien sûr, la souveraineté de la, je dirais un petit peu de l'autorité centrale de Rabat. Ça, c'est clair. Maintenant, si l'objectif de cette population, entre parenthèses, du Polisario, c'est le bien-être de la population, c'est le développement, le Maroc, il a toutes les garanties, il peut présenter toutes les garanties nécessaires pour qu'il puisse vraiment faire évoluer cette région. Et sous la souveraineté, bien sûr, marocaine, ça c'est très important. Le Maroc, il a appris la leçon. Le Maroc, il a maintenant des cartouches, des cartes. Oui. Il peut très bien faire jouer ces cartes lors des prochaines négociations. Je sais que l'Algérie aujourd'hui, il est en train de jouer le temps, de jouer le compteur, de remettre toujours les compteurs à zéro parce que ça ne l'arrange pas sur le plan stratégique, malgré que l'Algérie est en train de courir un risque existentiel. Mais les dernières déclarations, cette manière, le mur qu'on est en train de construire, c'est une fuite en avant. Et comme je suis entièrement d'accord avec Sekatouti, je crois qu'aujourd'hui c'est une question d'équilibre interne en Algérie et qu'il n'y aura jamais de changement s'il n'y aurait pas de changement de volonté, ne serait-ce que de volonté politique en interne, chose qui est impossible avec l'establishment algérien actuel. Et on rappelle que le Maroc a balisé ses frontières maritimes, chose qui était attendue depuis longtemps. Jawad Kardodi. Oui, je voudrais ajouter à ce qu'a dit mon ami Fakir. C'est vrai qu'il y a le risque, si nous donnons l'autonomie au Sahara, qu'un jour ils puissent prétendre à l'indépendance. Alors il y a une manière de l'empêcher, c'est comme d'ailleurs dans la constitution espagnole, c'est de mettre dans la constitution qu'aucune région du Maroc, sous souveraineté marocaine, n'aura le droit de faire un référendum d'indépendance d'une façon autonome. Oui, c'est d'ailleurs... Ce qui prévoit donc un arsenal juridique pour les autorités marocaines. Et d'ailleurs, le gouvernement espagnol, la Rajoy, c'est sur ça ce qui s'appuie. L'article 155. Donc ça, j'appelle nos négociateurs, quand ils vont discuter du plan d'autonomie, d'ajouter cette qui est parfaitement normal, de dire aucune région sous souveraineté marocaine n'aura le droit d'organiser un référendum d'indépendance d'une façon autonome. Voilà, ça, je pense que si on fait ça, on enlève tout danger sur cette question. Je voudrais qu'on termine sur le volet diplomatique sur le dossier du Sahara. Il y a eu un remaniement large, il y a 2 ans, qui est opéré par le roi Mohamed VI au niveau des ambassadeurs en Europe, notamment Europe scandinave, où il y avait des problèmes avec la Suède. On s'en souvient, depuis ces problèmes ont été résolus sur le dossier du Sahara. L'Afrique et l'Amérique latine, ce sont les deux parties du monde sur lesquelles maintenant il faut accélérer la cadence et travailler pour engranger l'ensemble ou une grande majorité de soutien sur le dossier du Sahara. Mehdi El Fakir. Bon, absolument, pour une raison simple, c'est que certains pays de l'Afrique et de l'Amérique latine reconnaissent toujours, bien sûr, la pseudo-race. Pour l'Amérique latine, pour une raison très simple, ils considèrent que c'est l'unique pays. Il y a eu des ambassades qui ont été ouvertes en Amérique latine. Oui, bien sûr. Par le Maroc. Oui, si je prends le cas, bien sûr, le Maroc a aujourd'hui des relations diplomatiques avec le Cuba, ça c'est très important. Le Maroc est en train un petit peu vraiment d'investir ces pays petit à petit, il est en train un petit peu d'obtenir des retraits
nationalité, de reconnaissance de la pseudo-race. C'est très important, c'est très intéressant. Mais à mon humble avis, le Maroc doit garder des relations équilibrées, des relations avec tout le monde sans exception. Vous vous rappelez récemment que c'était la Suède. On n'imaginait pas on allait avoir un revers diplomatique de la part des pays scandinaves. Aujourd'hui, moi, il faut rester au quai vif. Et je crois qu'aujourd'hui, le remaniement qu'a décidé Sa Majesté, il est dans le bon sens, parce que les personnes qui ont été choisies ont été minutieusement choisies, des personnes qui ont des affinités, qui ont des relations très proches avec les pays en question. Je crois que, par exemple, c'est la TAR qui a été, bien sûr, nommé en tant qu'ambassadeur du Maroc à la Havane. C'est quelqu'un qui a vraiment un historique, vraiment, en matière c'est vraiment quelqu'un de socialiste, du purement socialiste. Il a toujours des relations, il a toujours noué des relations avec les Il y a eu cette visite privée également du roi Mohamed VI. Absolument, mais le choix, il était minutieusement établi. Il a été établi sur des personnes, si Chami par exemple, qui ont des relations, qui ont vraiment du poids. Parce que filer le temps d'un diplomate et d'un ambassadeur qui est là, dans son ambassade, en train vraiment de gérer les affaires courantes. Il faut aller sur le terrain. Moi, je ne vais pas faire des éloges à notre ambassadeur plutôt en Côte d'Ivoire, mais je l'ai vu sur le terrain. J'ai vu comment il réagissait. Il était là tout le temps. C'était du 24/24, des relations avec tout le monde, et j'étais étonné de ce carnet d'adresses qu'il avait. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour vraiment appuyer, faire de pression et vraiment investir le terrain, parce qu'il ne faut pas de répit tant que nous n'avons pas vraiment de gain, nous n'avons pas vraiment de victoire sur le plan diplomatique. On est donc en train d'entamer un tournant sur le dossier du Sahara. 42 ans après la marche verte, Jawed Khalloudi, vous diriez qu'on est peut-être plus proche que jamais de réussir sur le dossier du Sahara du côté marocain? En tant que Marocain, je ne peux que l'espérer, bien sûr. Mais comme a dit aussi mon ami Fakir, et comme vous l'avez souligné aussi, c'est pas fini. Il faut continuer la lutte. Il faut que nos diplomates soient encore plus dynamiques qui ne l'était auparavant. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est maintenant il faut peser sur l'Afrique et l'Amérique latine, parce que c'est très important. Donc c'est une bataille maintenant diplomatique, parce qu'on va pas faire la guerre. Mais avec une longueur d'avance pour le Maroc. Une bataille diplomatique, mais c'est impossible, pour être franc, de vous dire si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est impossible. Mais je pense qu'on va suivre avec vous ce dossier et espérer qu'il sera terminé, résolu le plus rapidement possible. Dans un instant,